Lala Zainab. Comment une femme seule a-t-elle tenu tête à tout un empire? El Hamel, Algérie, 1897. Le cheikh Mohamed Belkacem vient de mourir. Il était à la tête de la Zaouïa Rahmaniya, la confrérie soufie la plus influente d'Algérie. Des milliers d'adeptes, un rayonnement qui s'étendait jusqu'aux confins du pays. Et dans son testament, il lègue tout à sa fille unique, Lala Zainab. Mais cette décision, son père l'avait prise 20 ans plus tôt. En 1877, quand il avait eu sa première crise cardiaque, il s'était rendu chez le cadi pour rédiger son testament. Il avait précisé noir sur blanc que sa fille préférée, Lala Zainab, recevrait autant que n'importe quel héritier mâle. Un père qui choisit officiellement sa fille dans une société où les filles reçoivent la moitié. C'était déjà révolutionnaire. Descendante directe du prophète, érudite, pieuse, instruite personnellement par son père. Elle avait lu tous ses livres, suivi tous ses voyages en pensée, absorbé tout son savoir. Elle avait 35 ans et elle allait hériter de l'empire spirituel le plus puissant d'Algérie. Mais dès l'annonce de sa succession, tout le monde se ligue contre elle. Son cousin Sidi Mohamed arrive à la porte de la Zaouïa. Avec des hommes armés, il veut prendre ce qui lui revient. Le gouvernement colonial français dépêche immédiatement le capitaine Crochard. Sa mission, ramener Lala Zainab à la raison, il l'affronte. Il élève le ton. Elle retourne contre lui le droit colonial et menace de porter plainte. Crochard repart bredouille et écrit à son état-major « Cette femme a détruit tout ce que j'ai mis en place ». L'armée française évoque alors une intervention militaire pour destituer la rebelle et introniser le cousin à sa place. Mais les adeptes de la Zaouïa sont unanimes. Ils veulent Lala Zainab. Et le gouverneur général finit par céder. Il ordonne à l'armée de ne pas intervenir. Lala Zainab a gagné. Son cousin ne désarme pas. Il lui propose alors de l'épouser pour partager le pouvoir. Elle refuse et déclare son vœu de chasteté à jamais. Elle lui interdit l'accès à la Zaouïa. Elle défend au personnel de lui obéir. Elle lui déclare une guerre totale. Pendant 7 ans, elle dirige la Zaouïa avec une autorité morale remarquable. Les pèlerins affluent autant que du temps de son père. En 1899, les autorités françaises elles-mêmes reconnaissent que la Zaouïa a prospéré sous sa direction. L'ennemi lui-même valide sa réussite. Elle accueille les pauvres, elle enseigne, elle instruit, elle initie elle-même les nouveaux membres, exactement comme son père le faisait. Elle sort d'El Hamel pour la première fois de sa vie. Elle sillonne les hauts plateaux à bord de sa calèche tirée par 3 chevaux. À chaque endroit où elle s'arrête pour prier, les habitants construisent un sanctuaire. Les Européens font le voyage pour la rencontrer. L'écrivaine Isabelle Eberhardt traverse l'Algérie juste pour la voir. Elle lui rend visite plusieurs fois. Après leur rencontre, Eberhardt écrit « Je ne me suis jamais senti aussi proche de quelqu'un ». Et Lala Zainab lui confie « J'ai donné toute ma vie pour faire le bien dans le sentier de Dieu. Et les hommes ne reconnaissent pas le bien que je leur fais. Beaucoup me haïssent et m'envient. Et pourtant, j'ai renoncé à tout. Je ne me suis jamais marié, je n'ai pas de famille, pas de joie. » En 1904, le gouvernement colonial écrit secrètement au cousin. Nos médecins viennent de nous avertir que Lala Zainab est atteinte d'une tuberculose, elle n'en a plus pour longtemps. Patientez. Le 19 novembre 1904, Lala Zainab s'éteint à El Hamel. Son mausolée devient immédiatement un lieu de pèlerinage. Et son cousin s'empresse de prendre sa place. Il contracte d'importants emprunts auprès des Français. Et la Zaouïa, qu'elle avait protégée, devient un centre marginalisé au service des élites occidentales. Tout ce qu'elle avait construit défait en quelques mois. Dans la grande salle de réception de la Zaouïa d'El Hamel trônent les portraits de l'émir Abdelkader, du cheikh fondateur, du Bachaga Mokrani. Le portrait de Lala Zainab n'y figure pas. Elle qui avait assuré la gloire du lieu, elle, effacée. Mais nous ne l'effaçons pas. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous. Une nouvelle légende chaque jour et dites-moi en commentaire quelle figure de notre patrimoine mérite d'être racontée. Notre mémoire collective n'a pas fini de vous surprendre.